Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast historique. Aujourd'hui, histoire de l'histoire, nous allons parler de l'histoire des mentalités. Alors, normalement, pour faire une bonne introduction, je devrais vous définir les termes, les définir textuellement, qu'est-ce que l'histoire de la mentalité, définir une ère chronologique, pour bien que vous vous situez dans le temps, et un espace. Mais l'histoire des mentalités va répondre à ces questions tout au long de mon développement. Donc, ne tardons pas, commençons. Alors, allons-y, j'ai peut-être été un petit peu vite en besogne. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la Genèse, un peu comme dans la Bible. Alors, il y a une préhistoire dans l'œuvre de Jules Michelet qui oppose l'histoire des mœurs et l'histoire des faits. On trouve ça aussi chez un autre grand historien du 19e siècle, qui est Fustel de Coulanges. Vraiment un historien, je compte faire une vidéo là-dessus dès que j'ai un peu plus de temps, comme mes études me donneront une certaine liberté, car Fustel de Coulanges a lui aussi eu des idées, tu te dis, mais le mec, il a travaillé dans les années 1870-1880, waouh! Le mec a des idées, mais ça pourrait totalement avoir sa place dans le 20e siècle. Bon, en parlant de 20e siècle, il n'y a plus rien jusque dans les années 1920. Pas d'histoire de mentalité, des mœurs, non, rien. Mais les pères fondateurs des Annales, eux, vont travailler un petit peu sur l'idée de mentalité. Les années 20, c'est des années folles, pas qu'économiquement, scientifiquement parlant. Alors Lucien Febvre préfère la psychologie, liée au travail de Lévy-Bruty, qui travaille sur les mentalités primitives. Voilà. Et Marc Bloch, lui, va définir ça avec la sociologie. Référence à l'histoire féodale, 1935. Deux filons, la psycho et la sociologie. Mais l'histoire des mentalités va être mise en sommeil entre les années 40 et 60. Par exemple, un autre très grand historien, Fernand Braudel, travaille sur les groupes sociaux, l'économie, l'échange. Mais il ne définit pas le mot mentalité. Il parle de mentalité marchande, mais rien. Mais tout va changer avec les années 1960. Une question qui va permettre, des questions vont se poser pour définir la mentalité, et ce sera défini par Georges Duby, qui va écrire un article sur les mentalités. Cet article va donner des méthodes et des usages avant utilisation. Chose rare, d'habitude on utilise, puis après on fait les règles. Donc c'est un article dans une énorme collection, l'encyclopédie de la Pléiade. Il y a un volume sur l'histoire et méthodologie, dirigé par un grand historien, Samaran. Bon, le mec a quand même une grosse carrière. Il a commencé à écrire avant le bac, il est mort à plus de 103 ans, si ma mémoire est bonne. Autant vous dire, il a eu une carrière intellectuelle extrêmement longue. C'est un traditionnaliste, mais il est ouvert à d'autres choses. Et donc, il va ouvrir son encyclopédie, son volume, à un jeune historien, ça fait que 10 ans qu'il est docteur, et qui travaille plutôt sur l'économie. Par exemple, sa thèse, c'était sur le Mâconnais et les paysans. Donc, il va faire un article, Georges Duby, très intéressant, parce qu'il va faire une petite rétrospective, une petite genèse, comme j'ai fait moi, un ancêtre de l'histoire des mentalités. Dans les biographies, on analyse le caractère du personnage. Bon, faut être honnête, c'est pas top comme idée. Parce qu'à chaque fois, on calque nos idées. Par exemple, si moi, je ferais une biographie d'un homme du début du XXe siècle, il y aurait tendance, si je fais le caractère, à lui donner des traits de mon caractère. Il aura un sacré caractère de cochon. Bon. Alors, je vais éviter de vous passer trop de données qui vont vous faire fuir. Faut que je donne du rythme. Alors, il y a 3 temps. Déjà, il y a l'outillage mental, avec 2 axes fondamentaux, la conception du temps et de l'espace. Comment la société voit le lieu et le temps. Un travail sur la représentation. C'est extrêmement important. Il n'y a pas que les mots. Il y a les mots, oui, mais il n'y a pas que le littéraire, pardon, ce que je voulais dire. C'est bien, mais comment on dit les choses? C'est très important. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Donc, pour compter les mots, par exemple, dans un texte qui parlerait des saisons, le nombre de fois où il y a le mot, tu es obligé de faire des petites fiches. Deuxième élément, la transmission de l'information. Voilà.
comment l'information est diffusée par l'éducation, le savoir, et enfin, quelque chose de très important, le monde du mythe, de la croyance, ce qui dépasse l'homme. Hein, le supra-rationnel, hein, le religieux. Ça posera des petits problèmes parce que il y a toutes ces questions de dogme et l'histoire est un petit peu à contraire du dogme. Alors, ça c'est très bien, là il y a une belle définition. Le problème c'est que très vite on a remarqué que c'était un maxi fourre-tout. Tu peux mettre tout là-dedans, hein, de comment les gens représentent le monde, la transmission, la religion. Tu peux vite arriver sur un truc qui a énormément de bazar, mais heureusement, dans le deuxième XXe siècle, la France a l'avantage d'avoir énormément d'intellectuels, donc énormément d'idées. Donc quand il y a un problème, on trouve une solution. Et la solution, on la trouve avec un autre grand, très grand intellectuel, Claude Lévi-Strauss. Et là, il va faire passer, lui qui est un anthropologue, de l'histoire des mentalités à l'histoire anthropologique. Hein. Ah, il a été au Brésil et aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va avoir une pensée reconnue novatrice. Hein. Il va faire une thèse sur les structures élémentaires, professeur au Collège de France dès 1959. Enfin voilà, il va travailler sur beaucoup de choses. Hein. Par exemple, il va dire que la nature, c'est la causalité, le phénomène humain, c'est des règles. Hein. Il y a une règle universelle pour lui, la prohibition de l'inceste. Et on organise la société à travers ça. Et oui, l'homme ne couche pas avec sa sœur, son frère, hein, c'est de l'inceste aussi, hein, pas besoin que ce soit reproductif. Hein. L'homme ne couche pas avec un membre de sa famille, c'est pas bien. Et ce, dans énormément de sociétés. Hein. Il y a bien des clichés à la con qui tombent sur certaines régions en France, mais on ne les sortira pas ici. Et donc, ça structure énormément de choses. Les gens vivent avec ça et on structure hein, notre façon d'aller chercher des femmes pour se reproduire. Ça structure la reproduction de l'homme. Hein. Autre élément très intéressant pour lui, c'est que il y a une véritable volonté de créer du religieux. Le religieux. Les gens n'ont pas besoin de religieux pour se nourrir, se reproduire, mais on crée du religieux. C'est pas vital, c'est pas rationnel, mais les gens ont besoin d'un Dieu. Hein? Alors certes, vous allez me sortir « mais moi je suis laïque, je crois pas en Dieu ». Mais Dieu, c'est pas foncièrement une religion. Ça peut être des croyances, croire au progrès, Dieu progrès, croire au pognon, hein, vouer une divination à l'argent, hein, toujours plus de l'argent, encore plus. Hein, money for nothing, hein, comme chantait d'ailleurs Strait. Donc voilà, l'homme crée du divin. Il va aussi avoir une idée assez intéressante, il va parler de plusieurs, diviser le monde en plusieurs sociétés. Il y aurait les sociétés chaudes, oui. Hein, tu veux des sociétés chaudes, envoie Claude Lévi-Strauss, hein, qui sont rationnelles et se servent de la science. Et des sociétés froides basées sur le mythe. Hein, voilà, société chaude, la science, le rationnel. Les sociétés froides, le mythe. Et la pensée scientifique serait séparée par ces catégories-là. Les sociétés chaudes seraient des objets d'historiens. Et les autres non, car elles échappent aux idées de la plupart des sociétés. Et ouais. Hein, l'historien calcule les évolutions, travaille sur les évolutions. C'est pour ça que l'histoire n'existe que depuis que l'homme a de l'écriture. Alors que les mythes, c'est pas rationnel. Comment travailler, comment un scientifique peut mettre une méthode scientifique sur ce qui n'est pas rationnel. Donc voilà. Et donc ça va faire un petit peu le bazar, parce que les historiens vont un peu tousser, vont dire « Non mais l'autre, qu'est-ce qui sort là comme connerie, l'anthropologue ? Il y a des sociétés, on peut pas travailler dessus. Mais qu'est-ce qu'il raconte là ?» Roger Chartier va résumer ça avec une très belle citation. « L'histoire fait face en annexant les questions de discipline qui mettent en cause sa domination. » Et donc, on va coloniser l'anthropologie. Ouais, on est les historiens, on aime bien coloniser. Hein. Claude Lévi-Strauss a fait un coup d'État, on va faire un contre-coup d'État. Hein. Bien aidé par la crise du marxisme et du déterminisme économique de l'histoire, et on va se mettre à faire de l'anthropologie historique. Dans l'histoire ancienne, les hellénistes vont faire des livres. Hein. Jean-Pierre Vernant, Mythes et pensées chez les Grecs. Hein.
société chaude, société froide, et puis va permettre de voir la naissance de la philosophie, de la mythologie en Grèce antique. Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, il va faire un livre majeur sur le Moyen-Âge occidental. Hein. Il va travailler sur Montaillou, un petit village occitan qui va connaître une petite hérésie cathare. Et grâce au papier de justice, comment ça s'appelle? Je me suis perdu dans mes notes, c'est magnifique. Hein. Enfin voilà, et les interrogatoires, je vais pas la cuter, cette note, tiens, ça fait du bien. Ben, grâce aux interrogatoires, il va faire un peu un travail d'anthropologie dans une société médiévale. Hein. Autrement, l'histoire va faire aussi avec Fabre Vassas, La bête singulière en 1994, une petite histoire du cochon. Ça va permettre de faire une histoire large et variée. On va pouvoir tourner sur diverses éléments. On va parler de tuer le cochon, de la consommation du cochon. Ça permet de faire quelque chose d'assez énorme. Certes même de trop énorme parce qu'on va se ramasser des critiques dans les années 90. Concernant les critiques, nous avons une première, 1988, Jean Wirth, W-I-R-T-H, je ne sais pas trop comment le prononcer. Alors, lors de sa leçon de clôture à Strasbourg, il va dire la fin des mentalités. Pour lui, il y a une insuffisance, un caractère moral avec un double mépris. Les anthropologues, il y a une anthropologie de race, avec cette idée de société primitive. Pour les historiens, il y a un mépris de classe populaire. Voilà. Où est le libre agent? Il n'y a pas de conditionnement. Il y a toutes ces questions de conditionnement social. Alors, Hunt en 89, un autre historien, The New Contour of History. Alors pour cette personne, l'histoire des mentalités lisse les différences des milieux sociaux et évacue la singularité historique. 1990, Lloyd, un historien anglais, Demystify Mentality. T'as vu, mon accent anglais te fait saigner des oreilles. Et encore, t'es pas comme dans ma promo, je suis passé en oral, j'ai tué Shakespeare une deuxième fois. Bon, chacun de nous cumule des mentalités. Voilà. Pour lui, il peut y avoir un cumul des mentalités. Ça peut arriver, par exemple, un expatrié, il a la mentalité du pays dans lequel il est né et la mentalité du pays dans lequel il vit. Tout ceci va provoquer un déclin de l'histoire anthropologique et un retour aux traditions historiques, le politique, l'événementiel. On laisse de côté la recherche de structure et on va mettre en cause l'histoire mentale et reformuler les paradigmes. En gros, on va faire un ravalement de façade à l'histoire des mentalités. Alors, l'histoire des mentalités est un peu comme certains acteurs. Ils ont subi plusieurs ravalements de façade. Dans les années 30, on parlait d'histoire mentale. Dans les années 70-80, d'anthropologie historique. Et maintenant, on parle d'histoire culturelle. Pour Cirinelli, l'histoire des cultures, c'est la représentation du monde. Comment l'humain représente le monde. Et ça, c'est extrêmement important. En effet, quoi de mieux pour comprendre comment vivaient les hommes du passé, se dire comment ils représentaient le monde? Comment? Comment, par exemple, étudier les rapports entre les sociétés africaines et les sociétés européennes durant la traite négrière? Comment les Africains représentaient l'homme blanc? Quelle était leur représentation? Comprendre, par exemple, l'antisémitisme dans le passé, dans le Moyen-Âge, par exemple. Comment les gens se représentaient les Juifs? Voilà, on est dans la représentation. C'est là où on fait l'histoire. Et il va y avoir une complexification avec plusieurs éléments comme l'histoire des sensibilités. Alain Corbin, alors lui, un autre historien génialissime, 1982, Miasme et les jonquilles, une histoire culturelle des odeurs. C'est important, parce que le seuil de ça pue pas, ça a évolué dans le temps. Cela a évolué dans le temps. Dans une société où les gens faisaient leurs besoins et chiaient dans la rue, désolé de le dire, mais le ça pue, c'est différent d'une société où on a tout à l'égout et le parfum, et on se lave tous les jours. Il n'y a pas la même chose. Il va aussi faire une histoire sur la mer, le rapport à la mer.
qui au départ, on avait peur de la mer, on avait peur de se noyer, hein. On savait pas nager de toute façon. Une histoire aussi du temps, enfin qui gère le temps. Il y a aussi une histoire du corps, hein. L'anthropologie s'occupe du corps depuis longtemps. Pendant des années, l'historien pensait que le corps n'évoluait pas dans le temps, grave erreur. Mais là, on va faire une histoire culturelle, hein. Et oui, il n'y a pas le même rapport, par exemple, à la teinte de peau, hein. La femme bronzée était une femme qui travaillait dans les champs. Aujourd'hui, une femme bronzée, c'est une dame qui va au soleil, qui va en vacances, hein. La masse corporelle, avant être gros, voilà, t'es bien, c'est que tu manges bien, t'es opulent, t'es riche. Maintenant, t'es gros, bah t'as un problème de santé. Et t'es moqué, parce que l'être humain est tolérant. L'histoire des symboles, avec un historien comme Pastoureau, hein, qui vient de l'héraldique, hein. Par exemple, les rayures. Il va faire un livre, L'étoffe du diable. Les rayures, avant, c'était pour les fous, les bagnards et les prostituées. Aujourd'hui, dans les années 80, les jeunes hommes d'affaires portaient de la rayure. On passe du négatif au positif. Il a travaillé aussi sur les animaux. L'ours. Avant, l'ours, c'est le symbole de la puissance. Là, maintenant, c'est Teddy Bear, hein, l'ourson pour les bébés, hein. Ah ben, tu passes de l'ours, l'animal de puissance, il te met la main dans la tête, à la tête qui vole, à petit ours brun. L'histoire des sciences qui a souvent été phagocytée par les propres scientifiques eux-mêmes. Les médecins faisaient l'histoire de la médecine. Bon, le problème, c'est toujours l'histoire de dogme, hein, c'est comme la religion, hein. Donc, il y a une formule très importante qui permet de résumer un petit peu tout ça, c'est la formule d'Alain Bourreau, hein. L'histoire est un pot-au-feu et l'histoire culturelle, c'est ce qui reste dans la marmite. Le bouillon, la viande, il reste après qu'on a enlevé la viande et les légumes. L'histoire culturelle est le bouillon de l'histoire. La viande serait plus la politique, hein. Certains morceaux qui sont plus durs que d'autres. Les légumes, ce serait l'économie un peu fadasse, hein. Mais voilà, l'histoire culturelle, c'est le bouillon de l'histoire. Donc, ce qui a le plus de goût. Alors, avant de conclure mon propos, je vais encore vous donner quelques œuvres. Claude Lévi-Strauss, Pensée sauvage, hein, de 1962, avec des sociétés chaudes et rationnelles, et la science et des sociétés froides pas rationnelles, hein. Les historiens ne peuvent s'occuper que de la première. Vernant, Mythes et pensées chez les Grecs, 1965, analyse des logiques sociales profondes derrière la naissance de la philosophie de la religion. Le roi Ladurie, Montaillou, village occitan, 1975, analyse de structures rurales. Fabre-Vassor, La bête singulière, 1994, l'histoire du cochon amène à une histoire complexe et profonde. Donc, pour conclure, je vais un petit peu vous définir l'histoire des mentalités, c'est comment l'homme représente son monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, faites de la pub pour la chaîne, un petit like, un partage, un abonnement. Bonne fin de journée. Ciao!